Une fillette des rues aide une vieille dame perdue à un arrêt de bus, sans savoir que le fils millionnaire de la dame voit tout et change la vie de la pauvre enfant à jamais. À l'ombre des ruelles pavées de Montmartre, là où les artistes esquissent des rêves sur des toiles posées à même les pavés, Élodie se faufilait entre les passants, comme une ombre discrète que personne ne regardait vraiment. Elle avait 9 ans, les cheveux emmêlés par le vent et les doigts tachés de fusain. Depuis presque 2 ans, elle errait dans ce quartier aux 1000 couleurs, vendant ses petits dessins aux touristes distraits, échangeant un sourire ou un bon mot contre quelques pièces, assez pour un croissant rassis ou un chocolat chaud volé, de temps à autre aux tables extérieures d'un café distrait. Elle ne se souvenait plus très bien du dernier jour où elle avait dormi dans un vrai lit. Sa mère, une silhouette floue dans sa mémoire, avait disparu un soir d'été, laissant derrière elle une promesse vide et un sac de plastique contenant 3 biscuits et une photo déchirée. Élodie s'était d'abord assise au bord du trottoir, puis avait appris à marcher sans destination, à parler sans raconter et à rêver sans espérer. Elle ne pleurait plus, non par force mais par habitude. Les larmes, elle l'avait compris, ne remplissaient pas les poches. Chaque matin, elle choisissait un coin de la place du Tertre, pas trop visible pour ne pas déranger, mais assez pour que quelqu'un, peut-être, la voie. Elle aimait dessiner les visages des gens, capturer un regard pressé ou une tendresse inattendue. Ses dessins n'étaient pas beaux au sens académique, mais ils racontaient. Et parfois, cela suffisait pour qu'une main généreuse laisse tomber 2 € dans son petit gobelet en plastique. Les commerçants la connaissaient de vue, la saluant d'un geste de tête, mais rares étaient ceux qui s'arrêtaient. Une gamine de la rue, c'était presque banal ici. Elle était devenue un détail du décor, comme les pigeons ou les vieilles affiches décollées sur les murs. Pourtant, Élodie gardait un regard vif, une sorte d'éclat dans les yeux que même la misère n'avait pas su ternir. Elle observait tout. Les couples qui se disputaient à voix basse, les musiciens qui jouaient pour exister, les peintres qui cherchèrent le bon angle. Elle apprenait sans livre, écoutait sans qu'on lui parle et son esprit était rempli d'images et de mots qu'elle n'avait jamais lus. Parfois, le soir, elle se réfugiait près de la station de métro Abbesse, là où les grilles vibraient au passage des rames et où les escaliers devenaient un abri contre le vent. Elle roulait son manteau troué sous sa tête et fermait les yeux, s'imaginant dans un autre monde, une chambre au plafond étoilé, une voix douce lui lisant une histoire, une main tenant la sienne. Elle n'en voulait pas tant, juste quelqu'un, pour la voir vraiment. Un jour d'hiver comme tant d'autres, alors que le ciel virait au gris et que les passants accélérèrent le pas, elle remarqua une vieille dame immobile à un arrêt de bus. Ce n'était pas le genre de femme que l'on croisait souvent dans ce quartier. Manteau de laine impeccable, cheveux blancs bien coiffés, un petit sac à main en cuir accroché au bras. Mais ce qui attira l'attention d'Élodie, ce ne fut pas l'élégance de la dame, c'était son regard. Perdue, vide, presque effrayée, comme si elle ne savait plus pourquoi elle était là. La fillette s'arrêta. Ce n'était pas dans ses habitudes d'aller vers les adultes, encore moins ceux qui semblaient avoir une maison, une vie. Mais quelque chose, une intuition peut-être, l'empêcha de continuer son chemin. Elle resta à quelques mètres, à l'observer, hésitant à s'approcher. Peut-être que la dame attendait simplement un bus, peut-être qu'elle jouait un rôle comme certains artistes de rue. Mais non. Il y avait dans sa posture une confusion sincère, une absence douloureuse. Elle semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un, sans savoir où regarder. Élodie fit quelques pas, s'approchant lentement comme on le ferait avec un oiseau blessé. Elle n'avait pas de plan, pas de mots préparés, juste cette impulsion étrange au fond du ventre, celle qui pousse parfois les âmes seules à se reconnaître sans se parler. Elle arriva à 1 mètre de la vieille dame et attendit. La dame tourna la tête lentement vers elle, comme surprise de voir quelqu'un si petit, si jeune, si présente. Leurs regards se croisèrent, et dans ce bref échange silencieux, quelque chose passa. Une reconnaissance mutuelle de 2 invisibilités, 2 solitudes. La vieille femme cligna des yeux. Élodie esquissa un sourire timide. « Bonjour » murmura-t-elle. « Vous avez besoin d'aide » La dame ouvrit la bouche, puis la referma confuse. Elle regarda autour d'elle, comme pour s'ancrer à la réalité. Finalement, elle répondit d'une voix tremblante. « Je ne sais plus comment rentrer chez moi. » Et ainsi commença une rencontre que personne n'avait prévue. Une enfant sans toit, une vieille dame sans repère, 2 inconnus liés par l'oubli du monde autour d'elle.
Le vent s'était levé sur Montmartre, traînant dans ses bourrasques les premières promesses d'une nuit glaciale. Le ciel, alourdi de nuages, semblait prêt à engloutir la ville. Pourtant, sous l'abri décrépit d'un arrêt de bus désert, deux silhouettes restaient immobiles. Une enfant des rues aux joues rougies par le froid, et une vieille dame aux gestes hésitants, perdue dans un quartier qui ne lui disait plus rien. La scène aurait pu passer inaperçue parmi tant d'autres dans le tumulte parisien, mais dans cet instant suspendu, quelque chose d'essentiel était en train de se nouer. Madame Colette, comme elle allait bientôt se présenter, avait l'élégance d'un autre temps, le genre de femme que l'on imaginait au premier rang d'un opéra ou dans un salon bourgeois rempli de porcelaine. Mais ce jour-là, tout ce vernis semblait s'être fissuré. Elle tremblait non seulement à cause du froid, mais à cause d'une confusion plus profonde, celle qui naît quand les repères familiers se brouillent et que les souvenirs se dérobent, sans prévenir. Élodie, bien qu'encore si jeune, avait vu dans ses yeux ce que peu auraient su reconnaître, la désorientation d'un esprit fatigué, l'inquiétude silencieuse de quelqu'un qui ne sait plus très bien d'où elle vient, ni vers où elle doit aller. Sans réfléchir, elle s'était approchée, poussée par un mélange d'instinct et de compassion. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des adultes égarés, ivres ou fous, mais chez cette dame, il n'y avait ni agressivité ni incohérence, seulement une immense solitude. « Vous êtes perdue » demanda doucement Élodie. Madame Colette hocha la tête sans un mot, puis sortit lentement un petit carnet de son sac. Elle le feuilleta, les doigts tremblants, s'arrêta sur une page blanche, puis le referma. Son regard revint vers la fillette. « Je devais aller chez une amie, ou peut-être c'était hier. Je ne sais plus. Je ne sais même pas quel jour on est. » Élodie s'assit à côté d'elle, sur le banc de métal glacé, sans se soucier du froid qui s'insinuait à travers ses vêtements trop fins. Elle resta là, silencieuse, partageant simplement la présence, comme on pose une main sur une épaule pour dire « Je suis là ». Après un moment, elle se leva. « Venez, on ne peut pas rester ici, vous allez attraper froid. »« Mais où irions-nous » répondit la dame, hésitante. Élodie n'avait pas vraiment de réponse. Elle-même n'avait pas de maison, pas de plan, mais elle connaissait les rues, les endroits où l'on pouvait se réchauffer quelques minutes, les visages qui parfois se montraient compatissants. Elle tendit la main. Madame Colette la regarda, puis avec une lenteur émouvante, glissa la sienne dans celle de la fillette. Un contact simple, mais qui sembla réveiller quelque chose d'ancien. Une mémoire de confiance peut-être, ou simplement le besoin humain de ne pas être seule. Elles marchèrent à petits pas, Élodie adaptant son allure à celle de la dame. Les pavés de Montmartre devenaient glissants et les vitrines s'allumaient une à une, jetant sur les trottoirs des halos jaunes qui dansaient comme des lanternes. La fillette guida la vieille femme à travers les ruelles, contournant les attroupements de touristes, évitant les regards curieux. Elles passèrent devant un café où la chaleur s'échappait par les fenêtres embuées. Élodie hésita à entrer, mais craignant d'être expulsée, préféra continuer jusqu'à une petite place où elle savait qu'un agent de police faisait souvent sa ronde. Et ce soir-là, par chance, il était là. Un homme grand, à la voix calme, qui la connaissait de vue et ne la chassait jamais. Lorsqu'il vit Élodie s'approcher, tenant la main d'une vieille dame au visage inquiet, il fronça les sourcils, avec curiosité. « Tu vas bien, petite » demanda-t-il, les yeux passant de l'enfant à la dame. « Elle est perdue » répondit Élodie. « Elle ne sait plus où elle habite. » Le policier s'accroupit devant Madame Colette, parla doucement, nota quelques détails dans un carnet. Il téléphona à une centrale, décrivit la situation, puis proposa d'appeler les services sociaux ou un membre de la famille, si elle se souvenait d'un nom. À la mention de son fils, les yeux de la dame s'illuminèrent un instant. « Laurent, mon fils s'appelle Laurent. » Ce fut suffisant. Le nom, croisé avec d'autres informations, permit au service de retrouver une adresse. Une voiture allait venir la chercher. En attendant, Élodie resta à ses côtés. Madame Colette ne lâchait pas sa main. Elle lui parlait à voix basse, lui racontant des souvenirs de jeunesse, des promenades au jardin du Luxembourg, des goûters avec du chocolat chaud et des tartines de confiture. Elle semblait retrouver peu à peu des fragments de sa vie, comme si la simple présence de la fillette avait rallumé une lumière dans les pièces obscures de sa mémoire. Quand la voiture arriva, conduite par un employé en uniforme, Colette hésita à monter. Elle se tourna vers Élodie, fouilla dans son sac et sortit une petite carte. « Tiens, si un jour tu as besoin de moi, vraiment besoin. » La fillette prit la carte avec soin,
la glissa dans sa poche intérieure, là où elle gardait ses trésors, les plus précieux. Et alors que la portière se refermait sur Madame Colette, Élodie resta seule sur le trottoir, une brise froide soulevant les mèches de ses cheveux. Elle n'avait pas gagné de pièces ce soir-là, ni vendu un dessin. Mais elle sentait au fond d'elle que ce qu'elle avait reçu valait bien plus. Assis dans sa berline noire stationnée à l'angle de la rue des Abbesses, Laurent consultait son téléphone d'un œil distrait, le front plissé par l'agacement. Le rendez-vous avec un potentiel investisseur venait d'être annulé à la dernière minute, une perte de temps selon lui. Il n'aimait pas attendre. Sa vie, réglée au millimètre près, ne tolérait pas les imprévus, et encore moins les retards. Pourtant, ce jour-là, il était là, moteur coupé, les bras croisés sur le volant, regard fuyant par la vitre légèrement baissée, observant sans vraiment voir le mouvement incessant de Montmartre. Les passants défilaient sous ses yeux, comme un film en accéléré. Des touristes chargés de sacs, des artistes repliant leurs chevalets, des enfants courant après un ballon. Une scène banale, anodine. Mais soudain, quelque chose capta son attention. Non pas un cri ou un événement. Brutal mais une image étrangement douce, une fillette tenant la main d'une vieille femme. Elle marchait lentement, presque solennellement, comme deux êtres en décalage avec le rythme du monde autour d'elle. Laurent cligna des yeux, surpris par la simplicité de cette scène. Il reconnut immédiatement l'enfant, une gamine, qu'il avait déjà croisée, sans vraiment y prêter attention, toujours à la même place avec ses dessins à la main. Une habituée du quartier, une de ces âmes perdues qui faisaient partie du décor. Mais la vieille dame, il y avait quelque chose de familier dans sa démarche, dans la manière dont elle s'appuyait sur l'enfant. Un doute effleura son esprit, léger comme une brise d'hiver. Il plissa les yeux. Était-ce possible? Non, cela ne pouvait pas être elle. Sa mère n'avait aucune raison d'être ici, dans ce quartier populaire qu'elle avait toujours évité. Ils ne se parlaient plus depuis des années. Une rupture froide et silencieuse, née d'un désaccord ancien, trop ancien pour être encore nommé. Pourtant, il resta figé, observant la scène. L'enfant, d'un geste protecteur, guidait la vieille femme à travers les pavés. Pas de peur, pas de panique, juste une tendresse inattendue, presque bouleversante. Laurent sentit une tension étrange lui parcourir l'échine. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait la misère humaine. Il finançait des œuvres de charité, par convenance plus que par conviction. Mais cette scène, si simple, lui noua la gorge. Il aurait pu détourner le regard, remettre le contact, continuer sa journée. Mais quelque chose l'en empêcha. Il vit ensuite l'enfant s'arrêter près d'un policier, lui parler. La vieille dame, maintenant assise sur un banc, paraissait perdue, presque fragile. Laurent fronça les sourcils. Le policier décrocha son téléphone. La scène dura encore quelques minutes, puis une voiture arriva. Il vit la vieille dame monter, lentement, après avoir remis quelque chose à la fillette, un papier, peut-être une carte. Ce geste minuscule sembla lourde de sens. Quand la voiture s'éloigna, il resta là, le regard figé sur la gamine qui restait seule sur le trottoir, le dos droit malgré le froid. Elle ne pleurait pas, elle ne demandait rien. Elle regardait simplement la voiture s'éloigner avec une intensité qui surprit Laurent. Il sentit une pointe au cœur, une émotion qu'il croyait anesthésiée par les années. Ce n'est qu'une fois la rue redevenue vide qu'il remit le contact. La silhouette de la fillette s'effaçait dans le rétroviseur, minuscule et digne. Il roula lentement, sans but précis, traversant les rues qu'il connaissait à peine. Une question revenait sans cesse dans son esprit. Et si c'était elle? Et si cette femme perdue, conduite dans cette voiture anonyme, était bien sa mère? Il n'en était pas sûr, mais le doute suffisait à le troubler. Ce soir-là, de retour dans son appartement moderne du 7e arrondissement, Laurent ne retrouva pas la paix habituelle de ses soirées. Il se versa un verre de vin mais le laissa intact. Il tenta de lire un rapport d'investissement, mais les mots dansaient devant ses yeux. L'image de la fillette, le regard de cette vieille femme, tout revenait en boucle comme une chanson obsédante. Il se leva, fouilla dans une armoire et retrouva une vieille photo. Une image datée, fanée par le temps. Sa mère, bien plus jeune, souriante dans un jardin. Il scruta les traits, les comparant à ceux qu'il avait vus à travers la vitre. Il n'y avait pas de certitude, mais il y avait ce pressentiment, cette intuition que quelque chose d'important venait de se passer.
quelque chose qu'il n'avait pas compris, mais qui allait le suivre. Il ne savait pas encore que cette fillette, ce fragment de vie volé à l'indifférence d'un carrefour parisien, allait bouleverser le cours de son existence. Il ne savait pas qu'il ne l'oublierait plus. Pas maintenant, pas jamais. Élodie n'avait pas relâché la main de Madame Colette jusqu'à ce que la portière de la voiture se referme sur elle. Même alors, elle était restée là, droite, immobile, fixant les feux arrière qui s'éloignaient lentement dans la nuit parisienne. Elle avait senti quelque chose de lourd s'installer dans son ventre, une sensation étrange, un mélange d'inquiétude et de chaleur. Ce n'était pas du chagrin, pas exactement. C'était plus profond, plus ancien, comme si quelque chose de précieux venait de lui être confié sans mots. Elle serrait toujours le petit carton donné par la vieille dame, le froissant un peu entre ses doigts engourdis. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Instinctivement, elle le glissa dans la poche intérieure de son manteau, celle qu'elle utilisait pour ses plus grandes trouvailles. Un bouton de nacre, un vieux ticket de musée, une photo déchirée. Elle n'était pas certaine de ce que ce papier représentait, mais elle savait qu'il ne fallait pas le perdre. Pendant les jours qui suivirent, Élodie reprit sa routine, ou du moins ce qui se rapprochait d'une routine pour une enfant des rues. Elle se leva tôt, se rendit sur la place du Tertre avec ses dessins, se réchauffa à l'entrée des bouches de métro et retourna, le soir venu, sous le porche humide d'un immeuble abandonné. Pourtant, rien ne semblait pareil. Il lui manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Elle pensait souvent à Madame Colette, à sa main frêle dans la sienne, à son regard flou mais doux, à ses histoires de jeunesse racontées à mi-voix. Elle se demandait si elle allait bien, si elle se souvenait encore de leur rencontre, ou si tout cela s'était déjà effacé de sa mémoire. Il y avait dans ce souvenir une forme de paix, comme si, pour une fois, Élodie avait compté pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. De l'autre côté de Paris, dans un hôtel particulier silencieux, Madame Colette s'éveillait chaque matin avec la sensation d'avoir rêvé quelque chose de beau. Elle ne se souvenait pas des détails, mais le visage d'une petite fille persistait dans son esprit. Une enfant aux yeux curieux, à la voix douce, au courage silencieux. Elle questionna les infirmières, demanda si quelqu'un était venu la voir, mais personne ne semblait savoir de quoi elle parlait. Ce n'est qu'en vidant son sac quelques jours plus tard qu'elle retrouva un carnet avec une page blanche. Et puis l'image de la fillette revint clairement. Elle sourit. Pendant ce temps, Élodie continuait à hanter les rues de Montmartre, observée à distance par des visages familiers, les vendeurs de marrons, les peintres, les employés de café. Et parfois, sans le savoir, elle croisait Laurent. Il revenait presque chaque soir, marchant lentement parmi les passants, l'œil alerte, le cœur lourd. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il savait que s'il revoyait cette petite fille, il la reconnaîtrait immédiatement. Ce fut finalement par hasard ou par une sorte de logique étrange du destin qu'ils se retrouvèrent. Élodie était assise sur un banc près du mur des « Je t'aime », son carnet de dessin sur les genoux. Laurent, en retrait, observait. Il n'était pas certain que ce soit elle, mais il vit le gobelet, les dessins, et surtout cette posture digne, cette manière de regarder les gens sans jamais les juger. Il ne s'approcha pas encore. Il resta à distance, emporté par une émotion inattendue. Il se revoyait enfant, tenant la main de sa mère, écoutant ses histoires au jardin. Il pensa à leur éloignement, à ce qu'il avait perdu, et il comprit. Cet enfant qu'il ne connaissait pas lui avait montré quelque chose, une vérité simple, nue, qu'on peut encore tendre la main même quand on n'a rien, qu'on peut donner sans attendre, qu'on peut aimer sans même s'en rendre compte. Et ainsi, alors que la nuit tombait à nouveau sur Montmartre, deux trajectoires commencèrent à se croiser, lentement, timidement, comme des lignes sur un dessin encore en construction. Élodie n'avait pas vu Laurent. Mais lui, pour la première fois, vit clairement. Il vit l'enfant. Il vit son courage. Et sans le savoir encore, il commença à changer. Le matin était tombé sur Montmartre comme un voile grisâtre, effaçant peu à peu les lumières dorées de la nuit. Élodie, réveillée par les premières sonneries d'un clocher voisin, s'était levée lentement, ses muscles engourdis par le froid humide de la nuit passée sous un auvent d'immeuble. Elle ne savait pas encore ce que ce jour lui réserverait, mais une sensation étrange l'accompagnait. Quelque chose avait changé imperceptiblement. Ce n'était pas le vent ni le silence du matin, mais une sorte de présence silencieuse,
comme si le monde autour d'elle avait tourné d'un degré. Elle marcha jusqu'au square Louise Michel, ses pas la menant instinctivement vers un coin tranquille d'où l'on pouvait observer la ville sans être vue. Assise sur un muret, elle ouvrit lentement sa veste élimée et plongea la main dans la poche intérieure, celle cousue à la main avec du fil de récupération. Elle y retrouva le petit carton que Madame Colette lui avait donné. Le papier était épais, de bonne qualité, légèrement parfumé, avec une écriture fine, presque tremblée, à l'encre bleue. Il n'y avait qu'un numéro de téléphone et un prénom inscrit « Colette ». Pas d'adresse, pas de nom de famille, rien d'autre. Juste cette promesse implicite lancée dans le vent d'un au revoir incertain. « Si un jour tu as besoin de moi ». Élodie regarda le carton longuement puis le remit dans sa poche. Elle n'avait pas de téléphone, et même si elle en avait eu un, elle n'aurait pas su quoi dire. Elle n'avait besoin de rien, ou plutôt, elle avait besoin de tout. Mais comment mettre cela en mots? Comment appeler quelqu'un pour lui dire « j'existe » ? Le jour passa lentement. Elle vendit 3 dessins, récolta de quoi manger, un sandwich sec et un petit chocolat chaud dans une boulangerie du quartier. Les commerçants la saluaient d'un signe de tête, mais aucun ne s'arrêtait vraiment. Pourtant, Élodie sentait que quelque chose flottait dans l'air. Un souvenir, une attente. À l'autre bout de la ville, Madame Colette tenait un petit cadre photo entre ses mains. À l'intérieur, un portrait de Laurent, adolescent sérieux, les bras croisés. Elle n'avait pas osé appeler, pas encore. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait entendre, peur qu'il ne veuille pas lui parler. Elle se souvenait de leur dernière conversation, des mots blessants, des silences plus durs encore. Et pourtant, en pensant à la petite fille du point de bus, quelque chose en elle s'était fissuré. Dans les jours qui suivirent, Élodie continua à garder la carte avec elle, comme une amulette. Elle ne la montra à personne. Elle ne savait pas encore si elle allait l'utiliser, mais elle la relisait chaque soir en silence, en laissant ses doigts en suivre les bords. C'était devenu son secret, son trésor, une preuve que quelqu'un, quelque part, avait vu en elle plus qu'une gamine sans toit. De son côté, Laurent, de plus en plus troublé par l'image persistante de l'enfant, avait commencé à interroger discrètement les habitués du quartier. Il s'était rendu dans les cafés, avait parlé aux artistes de rue, aux vendeurs. On lui avait dit qu'une petite fille vendait des dessins, qu'elle était souvent là, qu'elle ne parlait pas beaucoup. Il n'en apprit pas plus, mais cela lui suffisait. Un soir, alors qu'il longeait la station de métro Lamarque-Caulaincourt, il crut l'apercevoir. Elle dessinait à même le trottoir concentré. Il n'osa pas s'approcher. Il resta à distance, l'observant comme on contemple un miracle fragile. Il se demandait ce qu'elle avait de si différent, pourquoi son image refusait de quitter son esprit. Il ne savait pas encore que cette petite fille, en tendant la main à une vieille dame perdue, avait aussi tendu la main à sa propre histoire. Laurent rentra chez lui ce soir-là avec une décision en tête. Il retrouverait cette enfant, pas pour la remercier, pas seulement, mais pour comprendre. Pour comprendre ce qui l'avait ému à ce point, lui qui ne se laissait jamais toucher. Et dans le même temps, Élodie, assise sous une arcade déserte, ressortit la carte une nouvelle, fois la tenant contre sa poitrine comme un secret précieux. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression que quelque chose allait bientôt arriver. Laurent entra dans le vaste salon silencieux de la maison familiale, un espace qu'il évitait autant que possible depuis des années. Les rideaux étaient tirés à moitié, laissant entrer une lumière douce qui dessinait des lignes pâles sur les meubles anciens. L'air y avait cette odeur subtile de cire, de vieux bois et de souvenirs trop longtemps gardés dans le silence. Il avait été prévenu par téléphone que sa mère avait été retrouvée désorientée dans la rue, conduite à la maison par un employé fidèle à la famille. Rien de grave, disait-on, juste un moment de confusion, sans doute passager. Laurent n'avait pas immédiatement compris l'importance de l'appel. Il s'était rendu là par devoir, pas par émotion. Mais en franchissant le seuil de la maison, en entendant sa voix résonner depuis l'étage, il sentit un poids ancien revenir s'installer sur ses épaules. Madame Colette était dans sa chambre, assise au bord du lit, les mains posées sur qu'un châle. Elle semblait paisible mais absente. Son regard se perdit quelques secondes lorsqu'elle vit son fils dans l'embrasure de la porte. Puis, lentement, un sourire naquit, timide, incertain. « Laurent, tu es venu ?» Il hocha la tête, restant debout, comme s'il ne savait plus comment habiter cet espace.
On m'a dit que tu t'étais perdu, répondit-il. Tu vas bien, maintenant? Elle acquiesça doucement. J'étais confuse, oui, mais une petite fille m'a aidé. Elle était là, au bon moment. Il s'approcha, s'assit sur une chaise près du lit. Une petite fille? Une enfant. Très jeune, toute seule. Elle avait été si douce. Elle s'appelle Élodie. Le nom frappa Laurent comme une évidence. Ce n'était pas un rêve. Alors, il n'avait pas imaginé cette scène. Il avait bel et bien vu sa mère, là, au point de bus perdu, tenant la main d'une enfant qu'il ne connaissait pas. Il resta silencieux quelques instants, cherchant à rassembler ses pensées. Tant d'années à fuir cette maison, à repousser les souvenirs. Et voilà qu'en quelques jours, tout semblait se fissurer. « Tu lui as donné quelque chose ?» demanda-t-il doucement. « Oui, un numéro. Je ne sais pas si elle s'en servira, mais je l'espère. » Elle baissa les yeux, visiblement émue. « Tu sais, Laurent, cet enfant m'a rappelé toi. Quand tu étais petit, tu avais cette même intensité dans le regard, ce besoin d'aimer malgré tout. » Ces mots, dits sans amertume, le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il regarda sa mère la première fois depuis longtemps, non comme une figure du passé à laquelle il voulait échapper, mais comme une femme, seule, vulnérable, cherchant encore à rattraper quelque chose. « Je l'ai vu aussi, » murmura-t-il. « Je l'ai vu te tenir la main. Je ne savais pas que c'était toi. Je n'ai pas reconnu. » Un silence s'installa. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de reproche. Plutôt une pause nécessaire, comme un pont entre deux cœurs longtemps, distants. Laurent se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, puis se tourna à nouveau vers sa mère. « Elle est toujours là, je crois. Dans le quartier, je vais la retrouver. »« Pourquoi ?» demanda Colette doucement. Il hésita avant de répondre. « Parce que je n'arrête pas de penser à elle. Parce que quelque chose en moi a changé. Je ne sais pas encore quoi, mais je ne peux pas l'ignorer. » Madame Colette le regarda longuement, puis hocha la tête avec un sourire presque imperceptible. « Alors fais-le, si tu sens que c'est juste. » Ce soir-là, en quittant la maison de son enfance, Laurent sentit une brèche s'ouvrir dans l'armure qu'il avait construite au fil des ans. Ce n'était pas une décision rationnelle, ce n'était pas un projet à rentabiliser. C'était un élan, un besoin d'aller vers cet enfant inconnu, de comprendre ce qu'elle représentait. Et peut-être, en chemin, de retrouver une part de lui-même longtemps oubliée. Laurent retourna à Montmartre dès le lendemain matin, vêtu d'un manteau sobre, un bonnet tiré sur ses cheveux pour ne pas attirer les regards. Il n'avait pas dormi de la nuit, hanté par le nom d'Élodie, par la douceur de cette scène qui, quelques jours auparavant, l'avait à peine effleuré depuis l'intérieur de sa voiture. Maintenant, chaque détail revenait avec une précision troublante. Les doigts de la fillette refermés sur la main de sa mère, le silence plein de sens, la dignité dans leurs gestes. Il commença par la place du Tertre, interrogeant les peintres en train d'installer leurs chevalets. L'un d'eux, un vieil homme au béret taché de peinture, hocha lentement la tête quand Laurent lui montra une esquisse approximative qu'il avait griffonnée de mémoire. « Elle est souvent là, cette petite. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle dessine de beaux dessins même. Un peu triste, parfois. »« Vous savez où elle dort ?» demanda Laurent. « Personne ne sait vraiment. Elle disparaît quand la nuit tombe. Parfois, je la vois du côté de la station Lamarque. D'autres fois, près des escaliers de la rue Foyatier. C'est une ombre, cette gosse. Mais une belle ombre. » Laurent le remercia et continua sa marche. Il parla à un vendeur de marrons chauds, à une fleuriste, à une vieille dame qui nourrissait les pigeons. Tous la connaissaient de vue. Aucun ne connaissait son nom ni son histoire. Elle était comme un souffle de vent, présente, mais insaisissable. Ce jour-là, il ne la trouva pas. Il revint les jours suivants avec la même détermination. Chaque matin, il arpentait les rues, explorant les ruelles, observant les recoins que la misère transformait en abris. Il commença à porter un carnet, notant ce que les gens disaient d'elle, qu'elle était polie, qu'elle dessinait bien, qu'elle refusait les aumônes trop faciles. Une fierté en elle, disait-on, une force tranquille. Ce n'était pas de la pitié qui le poussait à chercher, c'était autre chose. Une nécessité de comprendre pourquoi cette fillette l'obsédait, pourquoi sa silhouette s'était imprimée, dans son esprit comme une énigme vivante. Un soir, alors que la pluie battait le pavé, il aperçut, près de la bouche de métro Lamarque-Caulaincourt, un dessin accroché à un lampadaire. Un simple croquis au fusain, une main tenant une autre, dans un style enfantin mais chargé d'émotion. Il reconnut la scène.
Il sut immédiatement que c'était elle. Il retira le dessin avec précaution comme s'il s'agissait d'un trésor. Il le glissa dans son manteau, le cœur battant. Elle était encore là. Elle laissait des traces. Il n'avait plus qu'à les suivre. Pendant ce temps, Élodie, tapie sous une arcade près du marché de la rue Le Pic, se protégeait du vent avec un journal récupéré. Elle avait senti les regards ces derniers jours, plus insistants. Elle avait vu cet homme en costume simple, au regard trop attentif, passer plusieurs fois près de ses cachettes habituelles. Elle ne savait pas encore s'il représentait un danger ou autre chose, mais elle restait sur ses gardes. Elle sortit, ça de sa poche la carte de Madame Colette. Elle la relut encore une fois. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle rêva d'un téléphone qui sonnait et d'une voix qui répondait « Où es-tu, petite ? J'arrive. » La neige tomba sur Paris comme un manteau silencieux, recouvrant les toits, les trottoirs et les souvenirs. C'était un de ces hivers que la ville n'avait pas connus depuis des années, un froid sec, tranchant, qui s'infiltrait sous les vêtements et s'accrochait aux os. Montmartre, habituellement bruyant de voix et de musique, s'était figé dans une étrange quiétude blanche. Et au milieu de ce tableau figé, Élodie dérivait comme une feuille dans le vent. Elle n'avait pas trouvé de refuge cette nuit-là. Le porche habituel était occupé, la station de métro trop exposée, les coins de square fermés par les agents municipaux. Alors elle avait erré, les doigts engourdis, les lèvres bleues, ses dessins à peine protégés sous son manteau trop finceux. Elle avait tenté de se réchauffer près des grilles d'un immeuble, mais les gardiens l'avaient chassée. Finalement, elle avait trouvé un abri de fortune sous un pont proche du fleuve, là où l'on entendait le clapotis du courant mêlé aux bourrasques de vent. La pierre était glacée, l'humidité montait du sol, mais elle s'était roulée. En boule, serrant contre elle une couverture ramassée il y a des semaines dans une benne à vêtements. Elle toussait. Une toux sèche, profonde, qui lui arrachait la poitrine. Son corps tremblait sans relâche, ses paupières étaient lourdes. Elle s'endormit par fragments, dans une demi-conscience douloureuse entre rêve et délire. Au même moment, Laurent marchait, les épaules levées contre le vent, scrutant chaque passage, chaque recoin, la silhouette tendue par l'inquiétude. Il avait appris qu'une tempête était annoncée. Il avait repensé à cette fillette, qu'il cherchait depuis des jours, à cette image qui le hantait. Il se demandait où elle pouvait bien être. Il ne savait pas qu'elle n'était qu'à quelques rues de là, invisible au monde, luttant pour rester éveillée. Le hasard, cette fois, ne joua pas encore son rôle. Mais ailleurs, dans un centre d'accueil temporaire ouvert pour la nuit, une jeune infirmière faisait le tour des lits de fortune. Elle vérifiait les couvertures, prenait des températures, ajustait les coussins. Lorsqu'elle arriva au chevet d'une fillette endormie, frêle comme une branche, elle se figea. Ce visage, elle l'avait vu, dans un dessin tenu par un homme qui l'avait questionné dans la rue quelques jours plus tôt. Elle sortit, discrètement de la pièce, composa un numéro qu'elle avait noté dans son téléphone. La voix au bout du fil, rauque d'émotion, répondit aussitôt « Allô, c'est vous qui cherchiez une petite fille nommée Élodie ?» Il y eut un silence, suivi d'un souffle rapide. « Oui, oui, c'est moi, vous l'avez trouvée. Elle est ici, elle dort. Mais elle est malade, elle a besoin de soins. » Laurent ne prit même pas le temps de raccrocher. Il attrapa ses clés, courut jusqu'à sa voiture. Il traversa Paris comme on traverse une urgence, les phares creusant, la nuit, le cœur battant plus fort que le moteur. Il arriva devant le centre, une ancienne école réhabilitée en dortoir temporaire. Il frappa à la porte, donna son nom. On l'introduisit dans une salle silencieuse. Et là, il la vit. Élodie était allongée, les joues pâles, les cils reposant sur ses joues creuses. Une perfusion attachée à son bras. Ses dessins étaient posés à côté d'elle, comme un bouclier fragile contre le monde. Il s'approcha lentement, s'agenouilla à côté du lit. Il n'osa pas la toucher. Il resta simplement là, la regardant dormir. Elle était réelle, elle était là. Et dans ce silence cotonneux, quelque chose en lui se brisa doucement. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait. Mais une chose était certaine, il ne repartirait pas sans elle. Le matin se leva avec lenteur sur Paris, comme s'il hésitait à dévoiler la clarté d'un nouveau jour. La tempête avait laissé derrière elle une ville figée, couverte d'un givre brillant. À l'intérieur du centre d'accueil, le silence était doux, rythmé par les pas feutrés des infirmières et le murmure régulier des respirations.
Dans la salle au fond du couloir, Laurent n'avait pas bougé. Il était resté assis toute la nuit près du lit d'Élodie, veillant sur elle comme sur un secret retrouvé, comme sur une promesse silencieuse qu'il ne comprenait pas encore entièrement. La fillette dormait toujours, son visage encore marqué par la fatigue et la fièvre. Elle avait bougé plusieurs fois murmurant des mots indistincts, des bribes de phrases échappées d'un monde intérieur que Laurent ne pouvait qu'imaginer. Il s'était surpris à lui parler à voix basse, sans attendre de réponse. Il lui racontait des souvenirs d'enfance, des lieux oubliés, des images floues d'un passé qu'il avait longtemps enfoui. C'était absurde, peut-être. Mais c'était vrai. Lorsque les premières lueurs se faufilèrent entre les rideaux, Élodie remua légèrement. Elle ouvrit les yeux lentement, comme si ses paupières pesaient des tonnes. Elle vit d'abord le plafond puis la perfusion, puis, tournant légèrement la tête, ce visage inconnu qui la regardait avec une intensité douce. « Bonjour », dit-il simplement. Elle sursauta, se redressa à moitié, puis grimaça de douleur. Laurent tendit la main, mais s'arrêta à mi-chemin. « Tu es en sécurité, tu es dans un centre. Tu as été retrouvé sous un pont. Tu étais très malade. » Elle le fixa longuement. Ce n'était pas de la peur dans ses yeux, c'était de la méfiance, cette retenue instinctive de ceux qui n'ont appris à faire confiance qu'au silence. Elle ne dit rien. Laurent respecta ce silence. « Je m'appelle Laurent, c'est compliqué, mais je crois que j'ai quelque chose à te dire. À te proposer peut-être, mais seulement si tu veux bien écouter. » Élodie ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Elle fouilla dans la poche intérieure de son manteau, posée sur une chaise. Elle en sortit la carte que Madame Colette lui avait donnée. Elle la tendit à Laurent sans un mot, il la prit, les doigts tremblants. Il reconnut l'écriture immédiatement. Il n'y avait plus de doute. Elle avait bien rencontré sa mère. Et cette carte, ce minuscule rectangle de papier, avait été le fil conducteur de toute cette histoire. C'est elle, c'est ma mère. Tu l'as aidée, ce jour-là à Montmartre. Tu étais là et je t'ai vu, mais je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais pas que c'était toi. Elle le regardait maintenant avec une curiosité nouvelle. Pas de peur, pas encore de confiance non plus, mais un début d'ouverture, un espace entre deux êtres. À cet instant précis, la porte s'ouvrit doucement. Une femme entra, le visage familier, c'était l'infirmière qui avait prévenu Laurent. En voyant Élodie réveillée, elle sourit. « Bonjour ma grande, comment tu te sens ce matin ?»« Fatiguée, » répondit-elle faiblement. « C'est normal. Tu vas rester ici quelques jours, le temps de te remettre. Et ce monsieur restera, si tu veux. » Élodie regarda Laurent, puis hocha imperceptiblement la tête. Il sentit une bouffée d'émotion monter en lui, une chaleur étrange, nouvelle. La matinée se déroula lentement. Laurent resta à ses côtés, sortant parfois pour laisser l'équipe médicale faire son travail. Il revint toujours. Il apprit qu'elle n'avait pas de dossier social, pas d'antécédents enregistrés. Elle n'était qu'un fantôme, administratif, une enfant invisible dans un monde trop rapide. Ce fut en fin de journée que Madame Colette arriva. Emmenée par un chauffeur, appuyée sur une canne fine, elle entra dans la pièce sans bruit. Lorsqu'Élodie la vit, son visage s'éclaira d'un sourire timide. Colette s'approcha, posa une main sur son front. « Tu m'as reconnue, ma chérie ?» murmura-t-elle. « Oui, tu m'as sauvée. Maintenant, c'est à notre tour. » Elle se tourna vers Laurent, son regard profond, grave. « Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. Et ainsi, dans cette chambre d'un centre d'accueil banal, se forma une constellation inattendue, une enfant sans famille, un homme riche sans ancrage et une vieille dame dont la mémoire retrouvait peu à peu ses contours. 3 solitudes, réunies par une improbable coïncidence. 3 vies prêtes à s'écrire autrement. Le soir tombait sur Paris avec une lenteur mélancolique, effleurant les toits enneigés d'une lumière orangée, comme si le ciel lui-même hésitait à plonger dans l'obscurité. Dans le salon feutré de son appartement du 7e arrondissement, Laurent tournait en rond. Il avait quitté le centre d'accueil quelques heures plus tôt, le cœur lourd, le regard hanté par les grands yeux silencieux d'Élodie. La conversation avec sa mère avait résonné en lui tout au long du trajet, comme une chanson douce mais insistante. Colette avait été claire. Elle n'avait pas formulé une demande, encore moins un ordre. Elle avait simplement dit ce que lui, Laurent, savait déjà au fond de lui. Ce n'était pas une rencontre ordinaire. Ce n'était pas un hasard. Et il ne pouvait pas, ne devait pas, tourner le dos à cet enfant. Pourtant, il hésitait.
Il se tenait debout devant la grande baie vitrée qui donnait sur les lumières de la ville, un verre intact dans la main. Il pensait à sa vie, son confort, son indépendance, ses habitudes millimétrées. Il pensait à tout ce qu'une telle décision bouleverserait. Il n'avait jamais été père. Il n'avait jamais même envisagé de l'être, et encore moins de cette façon. Accueillir une enfant des rues, l'intégrer à sa vie, à son monde? Était-il seulement capable d'un tel geste? Il se revoyait des années plus tôt, assis dans ce même salon, écoutant son père parler de réussite, de mérite, de logique. Il se souvenait de sa mère, souvent en retrait, offrant des sourires tristes derrière ses livres et ses silences. Il se souvenait de sa propre solitude, camouflée sous des couches de discipline et de performance. Il avait fui cet héritage. Il s'était construit seul. Et maintenant, une enfant venait réveiller toutes les questions qu'il avait soigneusement enterrées. Il alluma la radio pour briser le silence, mais la voix douce d'un chanteur de jazz ne fit qu'accentuer son trouble. Il éteignit aussitôt. Il s'assit, se releva, fit quelques pas, s'arrêta devant une étagère pleine de livres qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Il s'adossa au mur, ferma les yeux. Et puis, il pensa à Élodie, à son regard, à sa façon de tenir la carte de sa mère comme un talisman, à cette dignité farouche, cette force tranquille qu'elle portait comme un manteau invisible. Elle n'avait rien demandé, pas même quand elle aurait eu toutes les raisons de le faire. Et pourtant, elle avait tendu la main à une vieille, dame perdue. Elle avait choisi l'humanité sans rien attendre en retour. Un frisson le parcourut. Il comprit soudain que ce n'était pas elle qui avait besoin de lui, c'était lui qui avait besoin d'elle. Le lendemain matin, il retourna au centre d'accueil. Il frappa à la porte de la chambre. Une infirmière lui fit signe d'entrer. Élodie était réveillée, assise, une couverture sur les genoux. Elle tenait un dessin entre ses mains, une maison simple avec 2 fenêtres, un arbre, un banc. Il reconnut le style. Elle leva les yeux vers lui, sans sourire, mais avec une attente muette. Il s'approcha, s'assit en face d'elle. « Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, dit-il. Mais si tu acceptes, j'aimerais qu'on essaie quelque chose. J'aimerais te proposer de venir vivre chez moi. Pas comme un devoir, pas comme une charité, mais parce que je crois qu'on a tous les deux quelque chose à apprendre l'un de l'autre. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda son dessin, puis le lui tendit. « Tu sais dessiner ?» demanda-t-elle. « Pas du tout. Alors, je peux t'apprendre. » C'était dit sans malice, sans ironie. Une simple proposition, une ouverture. Il sourit. « Et moi, je peux t'apprendre à cuisiner les pâtes. Je suis plutôt bon pour ça. » Elle hocha lentement la tête. Ce n'était pas un oui explicite, mais c'était un commencement. Plus tard, en sortant, il appela sa mère. « Tu avais raison, dit-il. C'est elle, c'est moi, c'est nous maintenant. » Et pour la première fois depuis longtemps, la voix de Colette au bout du fil vibra d'un soulagement sincère. « Alors fais-le, mon fils. Fais-le comme je n'ai pas su faire. » Le hall du tribunal était froid et impersonnel, aux antipodes de l'histoire qu'il s'apprêtait à accueillir. Les murs beiges, les bancs durs et les va-et-vient précipités des avocats donnaient au lieu une atmosphère clinique, presque absurde face à la gravité du moment. Laurent, vêtu d'un costume sobre, tenait dans sa main un dossier soigneusement préparé. À ses côtés, Élodie, silencieuse mais droite, fixait un point invisible devant elle. Elle portait un manteau neuf, des bottes chaudes, et ses cheveux avaient été soigneusement brossés par Colette ce matin-là. La procédure avait été entamée avec une rapidité surprenante. Laurent avait mobilisé ses contacts, non pour forcer les choses, mais pour s'assurer qu'Élodie n'ait plus jamais à dormir dehors. Il voulait lui offrir une stabilité, un ancrage, un avenir. Il savait que cela ne suffirait pas à réparer tout, mais il croyait que ce serait un bon début. Les semaines précédentes avaient été un apprentissage constant. Il avait découvert qu'Élodie était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot était choisi avec soin. Elle observait tout, mémorisait les détails, questionnait le monde sans toujours attendre de réponse. Elle mangeait lentement, comme si chaque repas était encore un luxe. Et elle dessinait, tout le temps, sur des carnets, des serviettes, même sur des murs en attendant le papier. Ses dessins étaient pleins d'histoires qu'elle ne disait pas. Au début, elle avait dormi dans une chambre d'amis, refusant d'en faire sa chambre. Mais peu à peu, des objets étaient apparus. Un dessin accroché, un livre posé sur la table de nuit, une écharpe oubliée sur la chaise. C'était discret,
progressif, une occupation du territoire par la tendresse. Colette venait souvent. Elle restait de longues heures, parlant avec douceur, écoutant, racontant des souvenirs d'un autre siècle. Élodie l'écoutait, fascinée. Une complicité naturelle s'était installée entre elles, comme si le lien de sang n'était qu'un détail secondaire. Le juge entra dans la salle. Une femme au visage dur, aux lunettes épaisses. Elle les regarda l'un après l'autre, puis lut rapidement les documents. « Monsieur Laurent Delaunay, vous souhaitez assumer la garde légale de l'enfant Élodie sans lien biologique, sans antécédent commun, et en tant que célibataire. Pourquoi ?» Laurent se leva, inspira profondément. « Parce qu'elle m'a montré ce que je n'avais jamais compris, parce qu'elle m'a appris la douceur, et parce que je crois que nous avons tous deux besoin l'un de l'autre. Elle n'a rien demandé, mais je suis prêt à tout lui donner. Elle mérite mieux que l'oubli. » Le silence dans la salle était total. Élodie, les mains posées sur ses genoux, leva alors les yeux vers la juge. « Il ne m'a pas promis de château. Il m'a juste dit qu'il resterait, et il est resté. » La juge referma le dossier. Elle fixa Élodie, puis Laurent. Cette décision n'est pas une solution magique, mais parfois, les familles se trouvent là où personne ne les attend. Je valide la demande de garde. Vous êtes, à partir d'aujourd'hui, le tuteur légal d'Élodie. Aucune explosion de joie. Juste un souffle, une respiration suspendue qui reprenait. Élodie tourna lentement la tête vers Laurent. Il lui tendit la main. Elle la prit. En sortant du tribunal, le vent d'hiver semblait moins mordant. Paris était toujours la même, mais tout avait changé. Ils rentrèrent ensemble, en silence, chacun absorbé par le poids doux d'un avenir à inventer. Dans l'entrée de l'appartement, Laurent s'arrêta. « Tu veux voir ta chambre ?» Elle haussa les épaules, un demi-sourire aux lèvres. « Elle est déjà à moi, non ?» Il ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Et ce soir-là, dans cette chambre pleine de dessins, Élodie s'endormit sans crainte. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur du lendemain. Le printemps s'était faufilé dans Paris, transformant les rues grises en allées fleuries et réveillant les terrasses des cafés, où les rires et les voix légères retrouvaient leur place. Pour Élodie, cette saison nouvelle ne se résumait pas à la chaleur douce du soleil ou aux premières fleurs dans les jardinières. Elle symbolisait une autre forme d'éveil, celui d'une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer et qu'elle apprenait maintenant à apprivoiser jour après jour. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'audience au tribunal. Le quotidien avait pris forme, tissé avec patience et discrétion par Laurent, Colette et elle. Ce n'était pas une vie parfaite, rien ne l'était, mais c'était une vie à eux, bâtie sur la confiance lente, les gestes répétés, les regards silencieux qui finissaient par devenir familiers. Laurent l'emmenait à l'école chaque matin, un établissement privé non loin de la place de Clichy, où les professeurs avaient été choisis avec soin. Les débuts avaient été hésitants. Élodie, longtemps privée de cadre, peinait à s'adapter à la structure rigide des horaires, des règles, des devoirs. Mais un enseignant attentif à ses dessins griffonnés dans les marges de ses cahiers avait vite perçu son talent. Il avait parlé à Laurent, puis à la directrice. On lui avait proposé des cours d'art en plus de son programme. Pour la première fois, elle avait dit oui sans hésiter. Le piano était venu ensuite. Colette, en visite un après-midi, avait effleuré les touches de l'instrument dans le salon. Élodie l'avait observé, fascinée. Le son, les gestes, l'expression de son visage. Colette l'avait regardé en retour, puis lui avait dit doucement « Viens, essaie ». Elle avait posé ses petits doigts sur les touches, d'abord maladroitement, puis avec une sorte d'instinct brut. Depuis ce jour, elle jouait, chaque soir, une note après l'autre, pas pour montrer, mais pour ressentir. Laurent, de son côté, avait changé aussi. Il avait ralenti. Ses journées n'étaient plus dictées par les tableaux Excel ou les réunions en ligne. Il travaillait encore, mais il prenait le temps de rentrer pour le dîner, le temps de demander « Comment s'est passée ta journée ?» et de vraiment écouter la réponse. Il avait rangé ses trophées, ses récompenses, ses articles encadrés. À la place, il avait accroché un dessin, un portrait de lui et d'Élodie, côte à côte, les traits simples, mais les regards pleins de lumière. Le soir, ils dînaient ensemble. Pas de rituel grandiose, juste des plats simples, souvent préparés à 4 mains. Élodie aimait cuisiner. Elle disait peu, mais ses gestes racontaient. Elle coupait les légumes comme elle dessinait, avec attention.
Colette venait parfois apportant des recettes d'autrefois, corrigeant doucement la main d'Élodie sur la pâte ou le feu. C'était là, dans ces moments minuscules, que la famille prenait forme, pas dans les grands discours, dans les détails. Un samedi, Laurent l'avait emmenée au musée d'Orsay. Elle était restée longtemps devant les tableaux impressionnistes, les yeux brillants. Elle s'était arrêtée devant une toile de Berthe Morisot, muette, puis s'était tournée vers lui et avait dit « Je veux peindre comme ça, mais à ma façon ». Il avait souri. Elle n'imitait pas. Elle créait, comme toujours. La nuit, elle dormait profondément, sans cauchemar. Sa chambre, désormais pleine de couleurs, de dessins accrochés partout, était devenue son refuge. Il y avait un bureau pour écrire, une lampe en forme de lune, des piles de livres qu'elle dévorait lentement. Elle avait même accroché la carte de Colette au mur, comme un souvenir fondateur. Un jour, Colette lui apporta un vieux coffret en bois. « C'était à moi quand j'avais ton âge. Il est vide maintenant, mais je pense que tu sauras quoi y mettre. » Élodie l'ouvrit, y déposa d'abord un crayon, puis un ruban, puis une clé qu'elle avait trouvée dans la rue et qu'elle avait gardée sans raison. Ce coffret devint un trésor intime, rempli d'objets qui, pour d'autres, n'auraient eu aucune valeur. Il n'avait pas mis de mots précis sur ce qu'ils étaient les uns pour les autres. Pas besoin. Ils étaient ensemble. Ils se reconnaissaient dans leur silence, dans leur rire rare mais franc. Et cela suffisait. Paris poursuivait sa vie autour d'eux. Mais pour Élodie, le monde s'était rétréci à la taille d'une table à dîner, d'un pupitre d'école, d'un piano sous ses doigts, et d'un regard, celui de Laurent posé sur elle, chaque soir, non pas pour la surveiller, mais pour lui dire « Tu es chez toi maintenant ». La place du Tertre, baignée par une lumière dorée d'un printemps désormais bien installé, grouillait de monde ce matin-là. Les artistes installaient leurs chevalets, les touristes flânaient, les enfants couraient entre les bancs, le tout dans cette atmosphère unique de Montmartre, à la fois vivante et suspendue dans le temps. Mais ce jour n'était pas un jour ordinaire. Ce jour était le jour d'Élodie. Elle avait maintenant 10 ans. Son visage, toujours marqué par la finesse des traits et l'intensité du regard, avait gagné une sérénité nouvelle. Elle souriait plus souvent. Elle riait même, parfois. Et ce jour-là, elle se tenait droite devant un petit stand installé à la périphérie de la place, sous un parasol bleu. Sur une table recouverte de tissu blanc, étaient disposés ses dessins. Des originaux encadrés avec soin, chacun racontant une histoire en quelques traits sûrs et poétiques. C'était l'idée de Colette. Quelques semaines plus tôt, alors qu'Élodie feuilletait un de ses carnets, elle lui avait dit « Et si tu montrais ton travail? Tu es prête, tu as quelque chose à dire. » Laurent avait soutenu immédiatement. Il avait tout organisé, le stand, l'imprimeur, l'invitation aux amis, aux voisins, aux enseignants. Les premiers visiteurs s'approchèrent, intrigués par la fraîcheur du style, par la profondeur inattendue des images. Il y avait des scènes de rue, des visages imaginés, des fragments de mémoire. Un touriste américain acheta 2 œuvres, visiblement ému. Une femme demanda si elle prenait des commandes. Un peintre plus âgé la félicita pour son sens des ombres. Élodie, un peu intimidée, répondait avec douceur, aidée parfois par Colette, assise à ses côtés, le regard brillant d'émotion. Laurent observait à distance, adossé à un lampadaire. Il ne voulait pas s'imposer, mais il ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il aurait pu espérer. Elle ne se contentait pas de vivre une nouvelle, mais elle la façonnait à son image, avec pudeur, avec intensité, avec talent. Il se souvenait du jour où elle avait tendu la main à sa mère, du jour où il l'avait vue sans savoir, du jour où il avait choisi de rester. Elle l'aperçut, lui adressa un signe discret. Il s'approcha, glissa une main sur son épaule. « Tu es incroyable », dit-il simplement. « C'est grâce à vous deux », répondit-elle, « mais surtout grâce à moi aussi. » Colette, derrière eux, éclata de rire. Voilà qui est dit. La journée passa comme un rêve. À la fin de l'après-midi, alors que le soleil descendait lentement derrière la butte, Élodie rangeait ses dessins aidés par Laurent. Colette s'était assoupie sur le banc, un sourire encore posé sur les lèvres. « Tu veux qu'on fête ça ?» proposa Laurent. « On pourrait aller dîner dehors. Ce que tu veux. »« D'accord. Mais avant, j'aimerais qu'on passe par le mur des « Je t'aime ». Pourquoi ? Pour écrire quelque chose en mon nom. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à ce mur célèbre, là où des centaines de déclarations d'amour se côtoyaient en toutes langues. Élodie sortit un feutre noir de sa poche
s'agenouilla, trouva un coin encore libre. Elle écrivit lentement, avec soin, « Merci d'avoir cru en moi quand personne ne me voyait. Je vous aime. » Elle se releva, le regard humide mais fier. Laurent posa un bras autour de ses épaules. « Je crois que tu viens de tout dire. » Et dans ce quartier qu'il avait vu survivre, puis s'épanouir, Élodie tourna la page de son passé. Elle n'était plus une petite fille invisible. Elle était une artiste, une fille, une amie. Elle était Élodie, entière, aimée, libre.